Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de G-Man, je suis G-Man et on se retrouve aujourd'hui en plein été avec des fortes températures. Je suis désolé de ne pas mettre mon costume habituel, mais là je suis enfermé dans le sud de la France avec des éclairages un peu partout. Je vous parle même pas de la température et de l'état dans lequel je suis. Donc on va essayer de faire en sorte de faire une vidéo assez rapide avant que je décède de chaleur. À la base je voulais vous faire une petite vidéo il y a quelques semaines pour parler d'une sortie film Netflix, donc à savoir The Old Guard, avec Charlize Theron. Et finalement, j'ai attendu un petit peu parce que je suis tombé sur l'annonce du film Project Power, qui est sorti donc plus récemment, et deux films de super-héros sortis à un court intervalle sur Netflix. Finalement, deux films où il n'y a pas grand chose à dire, mais en les mettant en perspective tous les deux, en parlant ensemble, il y aura peut-être quelque chose à en retirer. Premier film des deux, donc The Old Guard, adaptation de comics sorti sur Netflix il y a quelques semaines, comme je disais. Alors, petite lacune de ma part, je vais être franc, et je reconnais mon erreur, c'est adapté d'un comics que je n'ai pas lu. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre en comparaison avec le matériel de base. Et c'est une des principales critiques qui ont été faites sur internet par rapport à ce film, à savoir qui dénature fortement le point de vue de base du comics. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle d'un groupe de mercenaires avec à leur tête Charlize Theron, donc, qui est un groupe qui va essayer de s'attaquer un peu en freelance sur plusieurs endroits du globe, à plusieurs conflits où l'armée ne décide pas d'intervenir immédiatement, ou pour des raisons politiques, ou pour des raisons de temps. Et donc ça va être une espèce de groupe d'intervention rapide qui va, en tant que mercenaire, va travailler pour les plus offrants, mais toujours dans les causes qu'il trouve justes. Et le petit tweet, c'est que ce groupe de mercenaires est exclusivement composé d'immortels. Donc à savoir des gens qui se sont révélés au cours de l'histoire comme ne pouvant pas mourir de blessures naturelles. Enfin, et donc ils sont totalement immortels jusqu'à ce qu'un jour ce don les quitte. Le petit souci, c'est que lors d'une mission, en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils ont été piégés et que leur don d'immortalité a été filmé et que quelqu'un menace peut-être de révéler leur existence au grand jour. On va avoir un peu le cursus habituel dans ce genre de film, donc l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traître parmi eux? Qu'est-ce qui se passe? Avec en face le très classique méchant qui est le plus jeune chef d'entreprise de son époque et qui dirige le plus gros groupe pharmaceutique de tous les temps, qui veut se servir donc de leur pouvoir, non pas forcément uniquement pour en tirer un bénéfice direct, mais également pour s'en servir de cobayes à bas coût. Parce qu'on peut tester tout ce qu'on veut sur eux comme médicaments, si on les tue, c'est pas grave. Et si en plus au passage on peut extraire le secret de leur immortalité, ce n'est que mieux. Au passage, ce grand chef d'entreprise machiavélique et détestable au possible est joué par le cousin de Slay de Harry Potter. Et je me demandais d'où cette tête à claque me disait quelque chose. Ben voilà. et voilà. Donc que dire de ce film? Ben, ce film est très classique sur le papier. C'est un peu un mélange entre n'importe quel film de soi, toute unité d'intervention, etc. avec Highlander. Sur le papier, on a des gens qui depuis des centaines, voire des milliers d'années, sont sur des terrains de bataille, donc savent se battre. Et malheureusement, le film étant produit... Alors, je ne vais pas critiquer les méthodes de production de Netflix particulièrement, mais c'est vrai qu'on se rapproche peut-être un peu plus d'une création téléfilm, dans la méthode de production en tout cas. Et donc, on va avoir une direction d'acteur qui va être un peu inexistante, puisqu'on va avoir Charlize Theron, qui est une très bonne actrice, qui va souvent se retrouver à sous-jouer. Alors qu'on sait qu'elle sait jouer, hein, très bien, mais là, on se doute bien que ça vient plus de la direction d'acteur qu'autre chose. Des chorégraphies de combat qui sont plutôt cool, mais qui vont être surcutées et très courtes, donc on va pas en profiter pleinement. Et c'est-à-dire que sur 2 heures de film, on va avoir quelques chorégraphies cool. Il y a notamment une chorégraphie qui était dans la publicité, donc qui est le combat de Charlize Theron dans un avion, et qui a une forme de combat très très cool, si je dis pas de bêtises. Je veux peut-être confirmation d'une connaissance de ma part. Normalement c'est du silat, si je dis pas de bêtises. C'est un combat très rapproché, très lourd, où elle envoie des coups de coude pour démembrer des mâchoires et des bras, qui est un style de combat qui me parle beaucoup, puisque c'est un petit peu ce que je pratique personnellement. Et ça va être très cool, mais trop court et très peu exploité. Donc au final, on va avoir un film qui est un peu surcuté, qui est pas bien orienté, où il va y avoir... la critique a été plutôt dithyrambique sur ce film,
parce que mine de rien, il n'y a rien qui sort actuellement, donc niveau concurrence, il n'y a pas grand-chose. C'est un film qui est dispo directement sur Netflix, sans surcoût, donc petit passage pour Disney et Mulan, on en reparlera peut-être un moment. Donc voilà, c'est un film, donc les gens ont sauté sur l'occasion, ils ont vu un film avec quand même de très bons acteurs, une très bonne actrice en tête d'affiche, et qui aborde, voilà, c'est un film qui aborde un peu les sujets faciles. Donc il y a deux membres de l'unité d'intervention qui sont en couple, qui sont un couple gay. De même pour Charlize Theron, même si on sait qu'elle a eu des aventures avec des hommes, etc., il y a une ambiguïté sur sa relation avec une autre immortelle, donc il y a peut-être aussi un couple lesbien. C'est un message d'autant plus appuyé que la majorité des hommes d'une unité d'intervention se battent à l'épée, donc l'épée, pour reprendre la symbolique, c'est quand même l'arme phallique par excellence, sachant qu'elle se bat avec une double hache. Une double hache particulière qui dans la symbolique renvoie beaucoup à la symbolique lesbienne et la symbolique de la femme forte, matriarcale. Donc il y a des messages de fond qui sont plutôt sympathiques, mais rien n'est développé, c'est tout survolé, tout en surface, et au final le film va vous occuper 2 heures, 2h40, mais il va être un petit peu creux. Et donc on ne va pas avoir grand chose à en tirer au final, c'est un bon passage, et moi, ça m'a plus donné envie de découvrir le comics qu'autre chose, en fait, que d'attendre une suite, parce que, bien sûr, vu que c'est un film Netflix, et que, comme beaucoup de monde et de sociétés de production, si on peut mettre la main sur une licence et essayer de développer, on va le faire. Donc, va y avoir une scène post-générique qui va peut-être inclure l'idée qu'on peut faire des suites, qu'on peut avoir un spin-off, qu'on peut avoir... voilà. Mais au final, le film est un petit peu creux, et c'est un peu ce qu'on va retrouver avec le deuxième film duquel on va parler aujourd'hui, à savoir Project Power. Donc Project Power, pareil, c'est un film qui a fini par faire parler de lui très récemment. Et en fait, ce qui est un peu apparu de nulle part, c'est pareil, un film, toujours un film de super-héros, cette fois-ci avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt en tête d'affiche. Et lui, le film est donc une création originale, si je ne dis pas de bêtises, réalisé par les réalisateurs qui avaient fait 4 fiches, donc ça c'est bizarre, et qui va donc nous parler de l'arrivée sur le marché de la Nouvelle-Orléans d'une drogue qui va développer chez certaines personnes des facultés particulières totalement aléatoires, à savoir que chaque personne a donc un pouvoir qui lui est attribué, et que la drogue ne va servir que de catalyseur pour le faire sortir, pendant 5 minutes, et donc bien sûr dans un milieu défavorisé et un peu ravagé comme la Nouvelle-Orléans post-Katrina, dans un milieu qui est quand même très fortement marginalisé, donc une nouvelle drogue qui arrive comme ça, bien sûr, la majorité des gens vont s'en servir pour faire le mal. Et donc on va avoir d'un côté l'arc de Joseph Gordon-Levitt, qui lui est un flic de la Nouvelle-Orléans et qui va essayer d'arrêter le trafic de cette drogue tout en essayant de jouer à armes égales avec les dealers, donc en prenant également, et donc en se mettant à dos sa hiérarchie dans la police. Et d'un autre côté, on va avoir un ex-soldat joué donc par Jamie Foxx, qui lui va chercher plutôt à démanteler ce réseau de drogue, sachant que il est plus ou moins à l'origine de ce qui a donné cette drogue. C'est un peu sa faute si c'est sur le marché. D'ailleurs, on va avoir un point noir à ce niveau-là, parce que, petit spoil, on apprend que donc, l'armée a fait des tests sur une unité de soldats dont faisait partie Jamie Foxx pour mettre au point cette drogue. Et que du coup, elle a déclenché l'apparition de certains pouvoirs chez eux, tout en gardant quelque chose de latent en eux. Du coup, lorsque Jamie Foxx aura une fille, cette fille va développer plus naturellement un certain nombre de pouvoirs. Et du coup, sa fille va être rekidnappée pour qu'à partir de l'ADN de sa fille, on puisse refaire une version plus stable de la drogue. Mais chose qui était, la drogue était déjà relativement stable, puisque Jamie Foxx en est sorti vivant. En fait, là c'est un peu bâclé, pas très clair. D'ailleurs, il est sous-entendu que la majorité des pouvoirs qui vont être développés par les gens sont des pouvoirs plus ou moins issus de capacités naturelles de l'écosystème terrien, donc du coup d'animaux que l'on peut rencontrer.
comme la régulation corporelle de la température, le camouflage optique, avoir une peau plus résistante, etc. etc. Et c'est vrai que la majorité des pouvoirs vont être certes assez impressionnants visuellement pour certains, mais on va pas forcément avoir quelqu'un qui va voler, en tout cas ça va pas être montré, on va pas avoir quelqu'un qui... On va avoir des pouvoirs toujours plus ou moins expliqués, explicables. Jusqu'au pouvoir de Jamie Foxx, mais bon là... à ce moment-là, si vous êtes arrivé à ce stade-là du film, vous avez déjà posé votre cerveau et abandonné. Et malheureusement, ce film va souffrir des mêmes soucis que The Old Guard, à savoir, on va avoir un film avec des scènes plutôt cool, des scènes à effets spéciaux, des scènes d'action, mais qui vont être très courtes, très cutées. Et du coup, on va voir que même si le budget est quand même assez conséquent hein, de ce qu'on a pu voir en faisant quelques recherches, on va quand même pas tout exploiter pour mettre tout dans les CGI. Hein. À mon avis, il y a quand même une grosse partie pour le casting où l'argent est passé, et après on se retrouve à faire des trucs un peu comme on peut, donc avec des scènes un peu surcotées, des combats qui du coup de façon legit sont justifiés comme étant très limités dans le temps, hein, puisque la drogue en soi ne fonctionne que 5 minutes avant que les effets disparaissent. Mais du coup, on va voir très peu de scènes d'action, des scènes d'action très courtes, beaucoup de nuit, beaucoup dans cette ambiance sombre de la Nouvelle-Orléans, donc on va pas voir grand-chose. Et le problème, c'est que ces deux films, donc The Old Guard et Project Power, vont souffrir des mêmes problèmes. Donc on va avoir des films popcorn qui vont vous occuper le temps du visionnage, mais desquels ne va pas forcément sortir un message marquant, il ne va pas vous rester un fort souvenir de ce visionnage de film. Et au fond, c'est mettre de l'argent pour tenir les gens occupés, mettre une tête d'affiche histoire que ces gens rentrent un peu d'argent. Hein. Joseph Gordon-Levitt, ça fait quelques temps qu'on n'avait plus trop de nouvelles de lui, on se demandait ce qu'il faisait et qu'on ne voyait plus dans un film. Ben voilà, il est là, il a pris son cachet, il est content et c'est un peu le souci en fait, c'est que on arrive sur une mode de production de film, j'ai peur que ce soit vraiment juste du film occupationnel, avec des messages derrière, bien évidemment. On nous montre dans The Old Guard un message sur le matriarcat et une critique des sociétés pharmaceutiques, etc., du capitalisme. La même chose ici, avec en plus une utilisation donc des complexes paramilitaires qui va payer la police locale, qui va mettre en parallèle avec un gouvernement corrompu. Donc on va avoir une critique, mais ça va être juste sous-jacent. Ça va être juste sous-jacent et les messages finalement vont pas être exposés. Et du coup, n'auront pas l'impact escompté puisque la majorité des gens vont regarder le film. Et comme je vous dis, c'est un film occupationnel, donc au bout de 2 heures, vous allez l'avoir oublié. Et il y a, sans vouloir me mettre en avant ou mentir, mis à part les abrutis comme moi qui vont chercher à trouver un message au film, pas grand chose va réfléchir à ça, pas grand monde va réfléchir à ça, je veux dire, et donc vous vont vite oublier le film et ils verront pas le peu de portée que ce film pouvait avoir. Et voilà, et j'ai peur que malheureusement on ait un peu que ça à se mettre sous la dent en ce moment, puisque les autres films sont reportés X fois encore. Et voilà, et que malheureusement Disney petit à petit va commencer à faire la même chose et déserte les salles de cinéma pour ne partir que sur de la VOD. Écoutez, j'espère que on n'est pas en train de tirer une balle dans le pied au côté artistique du cinéma et pas à trouver que de l'occupationnel en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment pour ces 2 films. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. On se retrouve très prochainement pour parler de la saison 2 de Umbrella Academy. Je m'excuse de ne pas avoir sorti la vidéo plus tôt, mais malheureusement avec les conditions climatiques actuelles, je ne peux pas tourner comme je veux. Et comme j'ai pu vous l'annoncer il y a quelques temps, on va également revenir sur quelques saisons de séries qui ont été diffusées en 2019-2020, avant de voir apparaître de nouvelles choses sur nos écrans, petits et grands. Sur ce, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Profitez bien, mettez-vous à l'abri, planquez-vous du chaud, et à très bientôt. Ciao.